Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo. Je m'appelle Axel, j'ai 21 ans et je suis étudiant en licence de géographie à Sorbonne Université. Et aujourd'hui je vous invite, le temps de cette vidéo, où que vous vous trouviez, que ce soit chez vous, dans les transports en commun, au travail, et qui que vous soyez, simple connaissance, ami d'enfance, professeur, ou inconnu recherchant l'aventure, à voyager avec moi. En effet, avec cette première vidéo, ce film documentaire, qui inaugure cette chaîne, j'ai décidé de me lancer dans la production de contenu audiovisuel, portant sur mes voyages et le récit de mes aventures, présentant des moyens de se déplacer oubliés ou délaissés, des lieux reculés ou inconnus de la planète, des cultures ou paysages méconnus du grand public, mais aussi de parler d'environnement, de tourisme, de mondialisation, de géopolitique et d'histoire, en soi de parler un peu de tous les domaines qui touchent à mes études, c'est-à-dire la géographie. Pour ma première aventure, il me fallait vivre quelque chose de spécial, une expérience unique et forte en sensations. Fan d'aventure et de voyage depuis mon plus jeune âge, ayant vécu celle-ci à travers certains personnages iconiques de récits, films ou jeux vidéo, je devais trouver quelque chose de particulier, mais surtout partir loin, très loin, m'échapper de mon quotidien et vivre quelque chose de totalement différent de ce que j'avais pu connaître. Ce grand projet débute alors le 5 avril 2023. C'est dans une période de révision intense en vue de mes partiels que m'est venue cette idée. J'avais alors une envie particulière, prendre la mer et partir au-delà de l'horizon, voguer sur les flots, affronter la pluie et le mauvais temps, et découvrir cet univers de marins et de la vie sur un navire. Mais pas sur un paquebot de croisière, véritable village flottant, mais sur un bâtiment de plus d'un siècle, ayant parcouru le monde. C'est alors que je l'ai trouvé. Les semaines qui ont suivi, je me suis préparé, j'ai acheté mon matériel de marin, et c'est ainsi que je suis parti dans la matinée du 10 août 2023, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, afin de prendre mon avion en direction de Las Palmas. Ce navire est alors un 3 mâts classé à l'histoire légendaire, véritable monument historique du patrimoine français, qui parcourt les mers et océans du globe depuis plus d'un siècle. Je parle bien sûr du Belém. L'histoire du Belém débute alors le 10 juin 1896, date à laquelle le 3 mâts s'élance vers l'océan. Tout droit sorti des chantiers du Bijon à Chantenay-sur-Loire, en à peine 6 mois d'assemblage, notamment en raison de cette période d'apogée du savoir-faire des chantiers navals, il tire son nom de la capitale de la province brésilienne du Pará, où ses armateurs ont fondé un comptoir commercial au début du 19e siècle. Cet Antillais, c'est-à-dire un navire qui a pour but le transport de marchandises à travers l'Atlantique, mesure 58 mètres de long. Sa capacité de transport s'élève alors à 675 tonnes. Son navire à coffre peut donc emporter à son bord les cargaisons les plus diverses. De 1896 à 1913, le navire effectue 33 campagnes transatlantiques vers le Brésil, d'où il rapporte des fèves de cacao pour le chocolatier meunier, mais aussi vers la Guyane et les Antilles, pour le transport du rhum, du sucre et des produits manufacturés. Vraiment, un 3 mâts est conçu pour monter en latitude et aller chercher les vents portants de l'Atlantique Nord, en évitant l'anticyclone des Açores, grâce à ses 1200 m² de toile et quelques 22 voiles, qui lui permettaient alors de trouver la meilleure route pour gagner l'Amérique du Sud et revenir par les Caraïbes. Des événements marquants viendront rythmer cette période, entre incendies, tempêtes, ou la fameuse éruption volcanique du Mont Pelé en Martinique, le 8 mai 1902, qui fera disparaître la ville de Saint-Pierre ainsi que ses 28 000 habitants, et navires accostés au port. Mais par miracle, le Belém échappera à cette tragédie, mouillant à ce moment-là, plus loin au large des côtes. Au fil du temps, le Belém continue à parcourir l'océan Atlantique et les capitaines se succèdent à son bord. Cependant, il effectue son dernier voyage le 6 septembre 1913. À l'aube de la Première Guerre mondiale, les navires à voile laissent la place aux bateaux à vapeur, et c'est ainsi que le Belém est vendu. Le 11 février 1914, pour seulement 3000 livres sterling, un lord anglais, duc de Westminster, acquiert le Belém et entame de nombreux travaux, afin de le transformer en yacht de croisière. 2 moteurs de 250 chevaux chacun sont ajoutés. Les mâts sont modifiés, les cabines rénovées, pour devenir spacieuses. La rénovation aura coûté plus de 100 000 livres sterling, une somme astronomique, mais il peut désormais accueillir plus de 40 personnes à son bord. Après de nombreuses navigations, escales et fêtes qui se succèdent, le Belém est une nouvelle fois vendu à Sir Arthur Ernest Guinness, fils cadet du magnat de la fameuse marque de bière, et change alors de nom pour le Phantom 2 en 1921. Il débute alors un tour du monde, et malgré qu'il ait changé de nom, sa chance le poursuit toujours, puisqu'il se soustrait de peu à un tremblement de terre au large du Japon. Encore une fois vendu après la Seconde Guerre mondiale, le Belém acquiert une nouvelle fonction,
Il devient un navire-école pour la marine italienne en 1951 afin d'entraîner les jeunes recrues. Il subit encore de nouvelles modifications. Son histoire récente débute alors lorsque le docteur Luc-Olivier Gosse reconnaît l'ancien fleuron nantais. Il mobilise alors les amoureux des grands voiliers et une grande campagne de mobilisation entraîne son rachat. Grâce à la participation de l'Union nationale des caisses d'épargne et des pouvoirs publics pour 3,5 millions de francs. Restauré complètement, un rêve un peu fou naît alors. Refaire naviguer le navire comme bateau-école civil ouvert au grand public et dédié à l'enseignement des traditions de la grande marine à voile. Classé monument historique en 1984, il accueille désormais plus de 2000 volontaires pour la navigation, dont moi, mais aussi plus de 50 000 visiteurs à l'année. La Fondation Belém, financée par la Caisse d'épargne, mécène historique du Belém, offre une des possibilités les plus uniques au monde. Vivre une expérience fantastique sur un voilier du 19e siècle pendant plusieurs jours. Voilà donc ici, ce 10 août 2023, sur ce port de commerce de l'île de Las Palmas de Grande Canaria, qui fait partie de l'archipel des îles Canaries et qui se situe au large des côtes du Maroc, dans l'océan Atlantique. Cet archipel, de plusieurs îles, offre une grande variété de paysages, de par la géomorphologie des différentes îles. En effet, on retrouve majoritairement des roches volcaniques sur ces îles, dû à l'héritage de cette région entamée il y a plus de 70 millions d'années, et qui se situe sur la plaque tectonique africaine. Les volcans sont d'ailleurs toujours en activité, avec l'éruption du volcan de la Palma en 2021 et une éruption sous-marine en 2012. On observe alors de longues plages de sable noir qui viennent ponctuer la côte et qui offrent un merveilleux paysage. L'île de La Palma, voisine de celle de Las Palmas, abrite alors l'un des volcans les plus dangereux d'Europe. En effet, d'après Olivier Le Carrère, auteur de l'Atlas des lieux maudits, qui suppose, à travers le chapitre du nom En attendant le tsunami, que le Cumbre Vieja, nom de ce volcan, culminant à plus de 2000 mètres d'altitude, pourrait, s'il entrait en éruption, provoquer un effondrement de son flanc ouest, dû à son instabilité. 500 mètres cubes de roche dévoileraient alors la pente et entraîneraient un tsunami sur toute la côte atlantique. Imaginez alors un dôme liquide de plusieurs centaines de mètres de haut, filant à 700 km/h, ravageant les côtes de l'Atlantique, que ce soit de l'Europe ou des États-Unis, et détruisant toute forme de vie et d'habitation. Mais tout cela ne reste alors que théorique. J'attends alors pour embarquer à bord. Il est 18h, la journée de voyage fut rocambolesque. Un train léger retard au départ de Paris, mon arrivée à Casablanca pour une petite escale d'1 heure qui n'aura duré que 10 minutes, puis mon embarquement dans un petit avion à hélice, type d'avion que je n'avais jamais emprunté et qui était peu rassurant. Un atterrissage mouvementé et la déception puisque mes bagages ne sont pas là. Sans affaire, mon précieux matériel minutieusement choisi, ainsi que certains médicaments pour m'éviter le mal de mer, je suis obligé de me remobiliser et de passer à autre chose. La seule pensée de l'aventure que je vais vivre me remonte le moral. Après quelques achats et la garantie qu'on me prêtera des affaires, je suis là et j'attends. Je suis fatigué et j'ai chaud, mais il est devant moi. Ce vieux navire de plus d'un siècle, lui qui me mènera, moi et son équipage, jusqu'à la ville de Cadiz en Espagne, soit une traversée de plus de 1000 km. Il est magnifique et le temps gris de ce jour-là ne le met pas pleinement en valeur. Mais son histoire et les péripéties qu'il a pu vivre trouvent écho en moi, et me promettent un voyage fantastique. Vient alors l'heure de monter à bord. Les premières rencontres et discussions animent cette soirée. Entre novices ou récidivistes, comme ils se nomment, les stagiaires viennent d'un peu partout en France. Nous serons même accompagnés de 2 Irlandais et d'un Polonais. Ce navire attire d'une façon incroyable. Peu importe de quel horizon au milieu vous venez, il possède un pouvoir d'attraction sur les gens, qui automatiquement vous force à l'observer, le contempler et à le prendre en photo. Cette journée se conclut alors dans la joie de vivre et la chaleur de Las Palmas. Après un rapide discours du second capitaine, un numéro vous est attribué. Pour moi, ce sera le 15. Il vous permet de récupérer une tasse, de connaître votre affectation à un groupe de tiers et de trouver votre bannette.
Le système de tiers est assez simple. Pour assurer la continuité du service en mer, l'équipage est divisé en trois groupes de 16 personnes, appelés tiers, et permet d'établir des quarts et heures de service. Les quarts divisent alors la journée en plusieurs morceaux. De minuit à 4 heures, de 4 heures à 8 heures, de 8 à 12, de 12 à 16, de 16 à 20 et de 20 heures à minuit. Pour les stagiaires, les quarts ne sont obligatoires que le soir, c'est-à-dire entre 20 heures et 8 heures, la journée étant assez libre et ne nécessitant pas le recours au quart. La matinée du 11 août me permet alors de découvrir pleinement le Belém. Je partirai alors de ma vanette et des parties communes pour aller jusqu'aux parties extérieures. Celle-ci est située dans la batterie. Dans l'un des 4 box de 12 places, la banette mesure 190 par 60 cm et est isolée par un rideau individuel. Je suis plutôt chanceux car je serai seul pour l'entièreté du séjour, ce qui me permet de prendre plus facilement mes aises, mais aussi de m'étaler un peu. Le matelas est confortable, mais l'espace réduit ne vous permet pas une grande liberté de mouvement. Il vous faut alors vous habituer à vivre dans un espace exigu. La batterie est constituée d'une grande table, où plus d'une trentaine de personnes peuvent s'asseoir. C'est ici que les stagiaires et certains membres d'équipage mangent aux différents services. Laissez-moi alors vous raconter comment se déroule un service. Ils sont au nombre de 2, de 11 heures à midi et de midi à 13 heures. Pareil pour le soir, de 19 heures à 20 heures et de 20 heures à 21 heures. 3 personnes sont affectées à un service et vont, 15 minutes avant le début du repas, préparer la table et les couverts. Puis vont sonner la cloche, située au pied du mât de misaine, pour indiquer qu'il est l'heure de manger. Il faut alors aller chercher les plats et le pain en cuisine. Entrée, plats, fromage et dessert, et en un peu plus de 45 minutes, l'affaire doit être réglée, afin de laisser la place au suivant. Mais cela reste suffisant afin de déguster les merveilleux mets proposés par les 2 cuisiniers, qui entre légumes, viande, poissons, salade de fruits, tarte aux poires et j'en passe, réalisent un travail formidable, avec des repas à la fois riches et équilibrés, ce qui vous permet de vaquer à vos occupations le ventre bien rempli, et l'esprit heureux après ce bon repas. Les sanitaires sont séparés entre les hommes à bâbord, à gauche, et les femmes à tribord, à droite. Équipés de lavabo, d'un sèche-serviette, de douche avec eau chaude, ils permettent tout le confort possible. Mais prenez garde lorsque vous sortez de la douche en pleine mer. Lorsque le roulis est assez important, vous risqueriez de faire une chute peu agréable, et cela a failli m'arriver plusieurs fois. Quittons alors la batterie pour l'extérieur. Il faut emprunter des escaliers de chaque côté du navire pour atteindre le pont. J'irai alors de l'arrière vers l'avant, donc de la poupe à la proue. On trouve alors successivement le petit et le grand rouf. Le premier sert de salle à manger aux officiers. Le second est un lieu de rassemblement et d'instruction pour les navigants. C'est ici que se trouve le grand escalier à double révolution en acajou de Cuba, emblématique du Belém. On poursuit toujours vers l'avant avec la cuisine, qui permet de servir 128 repas par jour lors des 4 services. Puis ce sont les 2 ateliers, celui du bosco, ou maître d'équipage, qui entrepose dans cet espace outils et matériaux destinés à l'entretien du navire, avec machine à coudre afin de réparer les voiles en cas de souci. Le bosco perpétue un savoir-faire très rare qui se transmet depuis plusieurs générations de marins. Vient ensuite l'atelier du charpentier. On y trouve des outils modernes et traditionnels qui permettent au maître charpentier d'effectuer en mer certaines réparations indispensables et d'entretenir les boiseries. Il faut monter d'un étage pour nous retrouver, toujours à la proue, sur le gaillard d'avant. Partie surélevée où le veilleur scrute l'horizon et signale à l'officier de quart la présence de danger, difficilement visible de l'arrière. On y trouve aussi les 2 ancres de 1000 kg chacune, reliées à une chaîne de 7 maillons, soit environ 192 mètres. Nous repartons alors vers l'arrière, en passant par le spar-deck, qui correspond au pont supérieur du navire. On y effectue des manœuvres à l'ascension du grand mât. On y entrepose les équipements de sauvetage et les annexes. À l'arrière du navire, au-dessus des aménagements des officiers et du salon du capitaine, on trouve la dunette, l'espace de commandement du navire, où se trouve la barre qui permet de conduire le navire, avec un mécanisme d'origine, dans un coffre à ornement appelé tortue. Il est important de dire qu'il n'y a pas de pilote automatique, et donc il doit y avoir tout le temps une personne à la barre, afin de manœuvrer le navire. Il y a ensuite la timonerie, qui abrite l'ensemble des instruments nécessaires à la navigation, et aux transmissions et communications. Entre radars, sondeurs, table à cartes, une collection de documents nautiques et la barre de secours, compose cet espace très important à la navigation. On peut aussi évoquer certains espaces réservés à l'équipage, que ce soit la cale,
les aménagements de l'équipage, la salle des machines. Je termine alors ce rapide tour du navire et cette description d'une grande partie de ses éléments. Je reviendrai par moments sur certains aspects de ceux-ci durant la suite. Le 11 août, à 10 heures, nous quittons alors le port de Las Palmas sous la direction du pilote. Dans la matinée, l'équipage ainsi que le commandant se sont présentés. Il est composé de 16 marins professionnels formés à la navigation de commerce, mais aussi à la navigation traditionnelle. Il possède des qualités d'accueil, de pédagogie pour former les stagiaires. Embarqués pour des navigations d'une période moyenne de 45 jours, leurs missions sont multiples sur ce vieux navire. Il faut alors le faire naviguer, encadrer les stagiaires, les faire participer à l'ensemble des manœuvres, entretenir et assurer la sécurité. L'équipage est composé de 5 officiers, un commandant, un second capitaine, un chef mécanicien et 2 lieutenants. Viennent alors ensuite les 2 cuisiniers professionnels, le bosco et les 8 matelots avec le maître charpentier. Les instructions de la journée ont été données et notre cap fixé. Les premières manœuvres débutent alors. Laissez-moi donc vous parler de celle-ci et de la façon dont on hisse les voiles. Le Belém est l'un des derniers 3 mâts gréés à phare carré, c'est-à-dire à plusieurs étages de voile, le plus souvent 5, sur ces 3 mâts, qui sont alors nommés de la façon suivante. Le mât de misaine à l'avant, le grand mât au centre et le mât d'artimon à l'arrière. On compte aussi un 4e mât incliné à l'avant, appelé le mât de Beaupré. On dénombre alors pas moins de 22 voiles réparties sur les 3 mâts, avec pour le premier, du bas vers le haut, la misaine, le petit humier fixe, le petit humier volant, le petit perroquet et le petit cacatois, avec pour le mât de Beaupré, le petit, faux et grand phoque. Puis le second, avec la grande voile, le grand humier fixe, le grand humier volant, le grand perroquet, le grand cacatois. On ajoute aussi 3 voiles d'étai, de perroquet, de hune et la grande voile. Et enfin pour le dernier, avec l'artimon de Cap, la brigantine et la flèche, ainsi que le phoque d'artimon, la marquise et le diablotin. Vous l'aurez donc compris par cette longue liste qu'il existe de nombreuses voiles, avec chacune son importance pour diriger le navire. Pour hisser ou carguer les voiles, il faut de toute façon tirer. Parfois vous reculez, mais deux fois vous devez avancer, donner du mou. Les manœuvres nécessitent plusieurs dizaines de personnes, juste pour un cordage, ou plutôt le bout. Il faut alors lever dans le sens des aiguilles d'une montre, une fois la manœuvre effectuée. Car rien ne doit traîner par terre. Acte nécessaire afin d'assurer la sécurité et la tenue du navire. Quittons alors le port. Je redoutais un peu le mal de mer, je n'ai pas eu tort. À peine 10 minutes en mer et me voilà déjà malade. La respiration forte, suant quelques gouttes de mon front, et c'est mon petit déjeuner qui ira nourrir les poissons par 3 fois ce matin, me mettant KO pour le reste de la matinée et de l'après-midi. Mais avec du repos et quelques médicaments, je repars déterminé et en pleine forme pour la seconde moitié de celle-ci. J'ai alors l'occasion, pour la première fois, de prendre la barre. On me fournit alors les explications nécessaires, le cap à suivre, et me voilà plusieurs instants aux commandes. Ce ne sera ni la première ni la dernière fois que je prendrai la barre. Mais il y a une sacrée différence entre la prendre en plein jour, avec un océan peu agité, et prendre la barre à 1 heure du matin, alors que les éléments se déchaînent quelque peu. Je reviendrai dessus plus tard. Encore un peu de repos, un demi-croque-monsieur lors du dîner qui ne restera pas longtemps dans mon estomac, que je suis déjà de quart, mais par chance, c'est le quart le plus facile pour commencer, 20h minuit. Quand je sors alors de la batterie, nous filons au vent. La voilure ayant été établie, nous voguons avec une vitesse pas loin de 9 nœuds, soit à peu près 16 km/h, vitesse plus que correcte pour ce navire. Nous sommes alors penchés sur le flanc tribord du navire. J'observe ainsi l'île de Fuerteventura à bâbord. Et puis tout d'un coup, plus rien, plus de vent. Nous sommes à l'arrêt, pire, nous reculons. C'est ainsi que l'ordre est donné de passer au moteur. Les quarts de nuit sont assurés par plusieurs stagiaires et marins. Lors d'un quart, 3 groupes sont formés de 4 à 5 personnes, qui toutes les heures changent de lieu et d'activité. Il y a donc 1 heure de bar, 1 heure de veille à l'avant et 1 heure de disponibilité. Lors de la dernière heure, les groupes changent toutes les 20 minutes. Au bout de 4 heures, vous pouvez aller vous coucher. Cette nuit-là aura été plutôt tranquille, mais m'a permis de découvrir ce que c'est qu'un quart de nuit, de voir le soleil se coucher au loin sur l'horizon, et d'évoluer dans une obscurité partielle. Vos sens sont alors à l'affût, car tout est plus difficile la nuit, et encore plus quand vous découvrez la vie sur un navire de plus d'un siècle. Ma première journée se termine alors dans mon lit. Le sommeil me guette, et il est temps pour moi de dormir, et de me remémorer les moments difficiles mais intenses de celle-ci.
Je poursuis alors mon récit par vous expliquer une journée type sur le Belém. Celle-ci débute tous les matins par le petit déjeuner, entre 7h et 8h. Vous avez alors le choix entre café ou thé, avec du pain, du beurre et de la confiture. Quelques fruits frais se trouvent en cuisine. Puis vient alors le moment d'entretien du navire, entre 8h et 9h, où les stagiaires sont répartis en 3 groupes. Un pour le nettoyage des cuivres, l'autre pour le lavage des vitres et ou du pont, et enfin le nettoyage des parties communes et sanitaires. Le deuxième jour, ce sera les cuivres pour moi. Pendant de longues minutes, je me suis acharné à nettoyer différents objets, qui ont donné pour certains beaucoup de fil à retordre. Vient alors les instructions du capitaine, avec la direction que le navire prend, ainsi que le programme de la journée. Entre activités de matelotage pour apprendre les différents nœuds, ascension du grand mât, sortie en zodiaque, cours d'histoire, les journées sont parfois bien remplies, et parfois pas du tout. Par moments, de longues heures peuvent s'écouler sans que rien ne se passe, que ce soit sur le navire ou à l'horizon. C'est dans ces moments que je prends plaisir à l'observer, et à me plonger dans une de mes lectures. Je griffonne aussi quelques mots sur mon carnet, en décrivant ce que j'observe autour de moi. Le soleil vous réchauffe, alors de la brise légère qui souffle toute la journée. La mer est parfois calme, parfois un peu agitée, projetant par moments des embruns ou véritables averses lorsque le vent se lève. Mais tout est calme. À part le bruit du moteur et du vent, le silence envahit l'océan. Vous êtes seul au milieu de cette grande étendue bleue quasiment infinie. Et puis tout d'un coup, un navire au loin apparaît, comme signe que vous n'êtes pas complètement perdu. Entre navires de pêche, pétroliers, transporteurs de conteneurs, navires militaires, on observe tout type de bateaux, mettant en avant les flux maritimes parfois intenses en raison de notre direction vers le détroit de Gibraltar. Je me remémore alors par moments mes cours sur la mondialisation. 80% des flux commerciaux dans le monde sont alors des flux maritimes, le développement de la conteneurisation permettant un transport plus important. Que ce soit à mon départ du port ou pendant mon voyage, j'observe ce flux de navires, cargos marchands parcourant le monde pour délivrer leurs marchandises. Être en plein milieu de l'océan vous donne alors l'avantage de pouvoir observer aussi la faune. Entre poissons volants, tortues de mer, plancton luminescent, ou bandes de dauphins que j'observerai par 2 fois, la première étant assez loin, la deuxième fut très impressionnante. Quelques 20 ou 30 individus en pleine chasse sont venus à notre rencontre lors d'une sortie en zodiaque. Ils se sont approchés si près qu'on aurait pu les toucher, ces petits cétacés à dents. Ils sont d'ailleurs très joueurs, sortant et plongeant non loin de nous. C'est alors un magnifique spectacle, bien différent de ce que vous pouvez observer dans les parcs aquatiques. Car être assis dans une petite embarcation avec en dessous de vous plusieurs milliers de kilomètres de profondeur, où la pénombre règne, vous ramène à vous rappeler que vous n'êtes pas grand-chose. Ainsi, pendant des siècles, les mers et océans ont entretenu un imaginaire particulier pour les habitants des côtes. Entre monstres marins et créatures fantastiques, le vide infini si vous arriviez à la fin de cette ligne d'horizon, du fait de la pensée d'une terre plate qui a existé pendant de nombreux siècles et qui persiste encore parfois, navires fantômes et autres histoires effrayantes de l'imaginaire de la mer. Je n'observerai alors rien de cela. Mais un marin me raconta qu'un jour, il s'était réveillé un matin, et que le navire était couvert d'une véritable nuée de papillons, en plein océan. Alors, phénomène paranormal, ou coïncidence de la nature, le mystère plane. Non loin des côtes de Fuerteventura et Lanzarote, j'aurai l'occasion d'observer ce petit oiseau, un hupé facié, représentant de la famille des Eupupidae et du genre Pupa, qui viendra trouver refuge quelque temps sur notre navire. Entre les mouettes et différents oiseaux marins, le ciel est souvent aussi intéressant à observer, que ce soit de jour que de nuit. Ainsi, entre ciel bleu et nuages de type stratus, altocumulus, cirrocumulus et par début de soirée cumulus, la météo n'a que très peu changé. Mais le vent que nous avons rencontré, lui, a beaucoup changé. En effet, à la sortie des îles Canaries, non loin des côtes de Lanzarote, nous avons fait face aux alizés. Ce vent régulier des régions intertropicales, soufflant d'est en ouest, de façon régulière, des hautes pressions subtropicales vers les basses pressions équatoriales, il nous était alors impossible de sortir toute la voilure face à celui-ci. Nous avons cependant tiré quelques bords avec les voiles d'été, toutes établies nous permettant de gagner au nord-nord-ouest pour contrer une mer bien agitée. La nuit, plongé dans l'obscurité, le ciel étoilé s'offre à vous. Alors, entre constellations et galaxies, vous avez souvent la tête penchée vers le haut. Outil ancestral pour la navigation, les différents astres permettent aux marins de se repérer, si tous les éléments technologiques ne venaient à plus fonctionner.
Les activités proposées sont diverses. J'effectuerai par 2 fois l'ascension du Grand Mât, une fois à 10 mètres, l'autre à 30 mètres. Équipé d'un harnais de sécurité et relié à un stop-chute, j'emprunte alors le chemin que les marins utilisent pour rabanter les voiles. Ils grimpent avec une telle aisance et agilité. Pour ma part, j'assurais mes pas l'un après l'autre, du début à la fin, grimpant toujours plus haut, mais la récompense n'est que plus belle, avec une vue du navire et de l'horizon magnifique. Le filet du mât de Beaupré à l'avant du navire constitue un endroit agréable à la vue. Toujours avec un harnais, il surplombe la vague d'étrave. Il est alors possible d'observer les ornements en bois sculptés et dorés du navire. Il m'aura fallu quelques jours pour habituer mon corps à ce rythme de vie, mais je suis désormais pleinement en forme. Cependant, mes épaules et bras couverts de bleu, dus aux différents chocs, me font quelque peu souffrir. De la façon dont on descend un escalier, à la réalisation de mon premier service, j'apprends chaque jour de nouvelles choses aux côtés de l'équipage. Je me permets alors de poser de nombreuses questions, que ce soit sur l'utilisation des cartes marines, où je bénéficierai d'un cours de l'un des officiers, que je nommerai par le maître des cartes, ou que ce soit sur la vie des marins, leur parcours personnel et leur vision de la mer. Donc si tu pouvais un peu m'expliquer ce que c'est ton boulot, comment tu corriges les cartes, avec quelles informations, quel logiciel tu utilises, ou ce genre de choses. Ouais, alors pour les corriger, on les reçoit par internet, donc quand on est à proximité des côtes, en escale, on en reçoit une fois par semaine. Et donc ça va être des corrections, ça peut être un peu de tout, ça peut être un câble qui est posé. Les câbles on voit sur les cartes, c'est ces petits zigouigouis là. Ouais. Ça ce sont des câbles. Câble sous-marin. Câbles sous-marins, ouais. Ok. Donc ça peut être ça peut être un feu qui a une portée un peu modifiée. Un feu, ce qu'on appelle les feux, c'est tout ce qui est lumineux, qui met un signal lumineux la nuit, donc c'est les phares, les balises, les bouées. Ça peut être un champ éolien qui est mis à jour, qui est créé. Donc voilà, toutes ces corrections qui vont modifier les cartes en fait, on les reçoit une fois par semaine. Donc il y en a, là par exemple c'est une carte anglaise, du service hydrographique anglais, Admiralty. Et donc on va les récupérer auprès du service hydrographique directement, d'Admiralty. Et donc chaque semaine ils publient en fait plein de corrections sur tout leur portefeuille de cartes. Ok. Et après, moi, mon job, c'est de regarder par rapport aux cartes qu'on a à bord, lesquelles, par rapport à toutes les corrections qu'ils ont éditées de la semaine, sont à corriger, et du coup de porter ces corrections. Ok. Voilà. Donc je porte les corrections, donc c'est très normé, si tu veux. On les écrit au stylo mauve, comme là, on voit qu'il y a une correction ici. Donc ce feu là, en fait, il a été déplacé ici. Et puis il a changé un petit peu d'identité quelque part, quoi. Il fait 3 éclats tout verts, 3 éclats verts et une portée de toute ligne. Voilà, c'est pas ces corrections là. Le code, c'est qu'on les écrit au stylo magenta, les corrections. Okay. Et puis il y a un récapitulatif de toutes les corrections qui ont été portées sur cette carte en bas ici. Donc voilà, j'ai vu ça, je pense que c'est plutôt, la région est assez volcanique. Ouais. Donc dès qu'on a des endroits là, on voit en fait les lignes isobates, on appelle ça. C'est les lignes de même profondeur. On voit quand ça remonte d'un coup comme ça, là, on passe des fonds de 3800 mètres à des fonds de 148 par 86 mètres. Ça fait quand même assez raide en peu de temps. Donc là, on peut s'imaginer assez facilement, vu que c'est une région volcanique en plus, elles sont pas encore assez grande échelle, mais si tu prends, par exemple, je vais prendre, allez, enfin, je vais prendre 1 degré ici, entre 32 et 33 degrés. Si je prends l'intervalle là et que je me règle pile poil sur 1 degré, là je suis pile poil et que je vais après voir au-dessus, donc je me mets pile poil sur 37, là on voit quand même assez bien. Enfin, 1 degré ici, là, à cause de la projection Mercator, on voit quand même assez bien la différence sur une carte marine. Là, entre 32 et 33 degrés de latitude nord et 37 et 38 degrés de latitude nord, sur une carte projection Mercator, on voit qu'il y a quand même une bonne différence. Afin de nourrir ce documentaire, je me devais d'interroger des marins, d'âge et d'expérience différents, pour me faire une idée de ce que c'est vraiment d'être un marin, embarqué pendant plusieurs semaines, voire mois, sur un navire. Le
Premier témoignage me vient alors de Fabrice. Marin depuis son plus jeune âge, il connaît l'océan et navigue dessus depuis longtemps. Après avoir monté une école de voile, vécu au Sénégal, travaillé dans le secteur de la pêche et du transport de passagers, c'est à 45 ans qu'il embarque sur le Belém en tant que marin. Depuis plus d'une décennie, il navigue à son bord, traversant mers et océans. Je l'interroge alors sur une question qui nourrit quotidiennement les médias, l'environnement. En tant que bon géographe et au fait des questions climatiques, entre changements concrets, futurs, effets sur la faune et la flore, pollution et j'en passe, mon intérêt se porte alors sur ce sujet si important. Fabrice utilisera alors une expression qui peut résumer, chez certains, la situation. C'est foutu. Après quelques secondes de perplexité, je m'interroge alors. Comment un homme d'expérience, ayant parcouru une partie des océans et pays du monde, traversé tempêtes, ouragans et même un typhon au large des côtes d'Oman, naviguant entre des débris flottants après le passage de ce phénomène climatique très violent, pouvait-il en arriver à cette conclusion? Je n'ai vu que très peu de déchets en surface durant mon voyage. L'océan semblait alors plutôt propre. Mais en réalité, qu'en est-il? Les avis divergent alors sur le taux de pollution. Tout dépend d'où est-ce que vous regardez. Je pourrais alors évoquer le vortex de déchets du Pacifique Nord, ou plus communément appelé continent de plastique, la mauvaise gestion des déchets de certains pays. Je pourrais parler de tant de choses, que ce soit de l'utilisation de ressources halieutiques, surexploitées, pour nourrir toujours plus de monde, de forage offshore, de gisements d'hydrocarbures, dans des zones protégées, de l'amplification de phénomènes climatiques, de plus en plus violents, de la fonte des glaces, etc., etc. En faisant cette petite liste, je me demande si Fabrice n'a pas entièrement raison sur le fait que ce serait foutu. Mais un seul avis ne me suffit pas. Je me dirige alors vers Loïc. Discret et intelligent, c'est un homme très sympathique. Reconverti depuis peu dans la marine, il découvre le monde et cet univers de marin. Il n'a certes que très peu de vécu comparé à Fabrice, mais il sait observer l'océan et en tirer certaines conclusions. Pour lui, l'océan est pollué, c'est un fait. Mais la réalité médiatique est-elle la même que celle du terrain? Loïc se le demande, et il me dit que nous n'avons que très peu croisé de déchets flottants à la dérive. Et il n'a pas tort. Il me dit aussi vouloir travailler plus tard sur les nouveaux navires marchands à voile, celles-ci revenant à la mode afin de réduire la consommation de carburant. Plutôt ironique, du fait que la voile fut l'un des premiers moyens pour qu'un navire, peu importe sa taille, son poids et la distance à parcourir, puisse se déplacer. Je termine alors avec Johan, le charpentier à bord, qui parcourt les mers et océans depuis quelque temps. Après avoir suivi une formation de charpentier de marine, il embarque assez facilement sur le Belém, grâce à son savoir-faire. Sur l'environnement, il n'a que très peu de choses à me dire. Seulement que durant ses voyages, il a pu observer une faune impressionnante. Entre baleines, requins, tortues, poissons volants, il constate qu'il y a pas mal de vie en mer, mais aussi pas mal de déchets, faisant la part des choses entre pollution visuelle et non visuelle. Mais il met en avant l'évolution dans le temps, des mentalités. En effet, depuis quelque temps, il existe des changements, ou du moins des tentatives, afin de moins polluer, rien que pour le tri des déchets. En effet, à bord du Belém, les déchets plastiques et alimentaires sont séparés. Les plastiques et papiers sont stockés, afin d'être jetés une fois arrivés dans un port, alors que tout ce qui est alimentaire est rejeté à la mer. Ainsi, on peut dire que chaque marin a une vision propre, à soi-même, de ce qu'est l'océan, et des changements qu'il perçoit. Les avis divergent sur tel ou tel sujet, sur la gravité ou pas de certaines choses. Mais ce qui est sûr, c'est que ces hommes et ces femmes connaissent leur métier et l'océan parfaitement. Leur opinion n'étant qu'une différence de point de vue, due peut-être à l'âge, la génération et l'expérience. Les jours défilent tout comme les kilomètres. Après avoir dépassé les îles Canaries et pris la direction du nord-ouest pour contrer les alizés qui nous faisaient face, nous repartons vers l'est, en direction du Maroc, où nous dépassons Essaouira et continuons notre route au nord. Les journées sont bien remplies, comme les nuits. J'effectuerai alors mes quarts à des horaires différents. Je ne pourrais dire lequel est le plus dur, entre minuit 4h et 4h 8h. Sans doute le second. Se lever à 4h du matin, en plein sommeil profond, n'étant pas très agréable. Mais lorsque l'on m'assigne à la barre quelques instants après, en pleine nuit, alors que le vent souffle face à moi, vous glaçant les os, je souris quelque peu de ma situation, emmitouflé dans ma veste de quart. Je vous conterai alors une histoire. Une fois,
Étant de quart, de par certains événements, je me suis retrouvé seul, à l'avant, à la veille. J'ai pendant 1 heure observé l'horizon, le vent et les embruns étant projetés avec vigueur sur le navire. Mais rien n'est apparu à l'horizon. Jusqu'au moment de la relève, où entouré de certains membres d'équipage et de stagiaires, j'ai perçu à l'horizon une lumière. Après avoir vérifié aux jumelles et demandé l'autorisation, j'ai pu réaliser un rêve d'enfant assez simple, faire un appel au talkie-walkie, à l'officier présent à la timonerie. Je fus alors comme un gamin, fier de ce que j'avais rêvé de faire étant plus jeune. On m'applaudit et j'en fus très heureux. Nous entamons la fin de cette aventure avec la vue du continent et de l'Espagne. Nous sommes alors réunis pour un cours d'histoire passionnant du capitaine sur l'histoire de la marine et du Belém. Le plus vieux bateau du monde a encore pleinement navigué sur les mers et océans. Je retiendrai alors cette citation. L'histoire des peuples passe par les bateaux. Après un petit pot de départ, certains descendent du navire pour passer la soirée dans une petite ville. Je resterai pour ma part à bord. Le navire est alors quasiment vide. Le coucher de soleil est splendide, et il est temps que cette aventure se termine. Le lendemain, nous prenons la direction de Cadiz. Le temps d'un dernier nettoyage des cuivres pour moi et de la visite du bureau du commandant, et nous arrivons à 17 heures au port de cette charmante ville andalouse. Chassé du navire jusqu'à 21 heures, je pars me balader avant de passer une dernière nuit à bord. Quelques poignées de main à ceux que je ne reverrai pas le soir, je m'éclipse rapidement, n'aimant que très peu les adieux. De retour le soir, je retrouve une dernière fois mon ami, Monsieur Sergio, toujours réveillé au grain. Quelques plaisanteries et derniers moments de sympathie avec ce grand monsieur qui fut à la fois un mentor, un modèle et un ami durant ce voyage. Je ne saurai alors jamais vraiment qui il est. Marin mystérieux, rieur et blagueur, sérieux et appliqué dans son travail. Je vais me coucher et me reposer pour la longue journée de transport qui m'attend demain. Le lendemain, à 6h40, je m'éveille. Je termine mon sac, rends les affaires que l'on m'a prêtées, salue une dernière fois Monsieur Sergio, à qui je ne dis pas adieu mais seulement au revoir, car j'ai la conviction que je le recroiserai sur les mers et océans de ce vaste monde. Je file alors dans cette douce matinée afin de rentrer chez moi. Après plus de 7 jours à bord de ce navire et plus de 1000 kilomètres parcourus, où j'ai vécu beaucoup de moments de joie, de fatigue, de crainte et tant d'autres choses, j'ai parcouru une petite partie du monde, pris 3 avions, un train, 2 bus, marché plusieurs kilomètres. J'aurais surtout beaucoup appris sur la vie en mer et tout cet univers de marin. J'aurais rencontré de sacrés personnages que je n'oublierai pas de sitôt. Mais j'aurais surtout appris à me connaître moi-même et ce que je veux faire à l'avenir de ma vie. Ce film documentaire touche alors à sa fin. Il est alors temps pour moi de conclure en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, d'être arrivé jusqu'ici et j'espère vous avoir fait voyager quelque peu avec moi, mais ne partez pas tout de suite. Je tiens à remercier dans un premier temps la Fondation Belém de permettre ce genre de voyage. Un grand merci à tout l'équipage pour leur gentillesse et leur sympathie, et aussi un grand merci à tous les navigants qui m'ont accompagné durant ce voyage. J'ai investi beaucoup de temps, d'énergie et de moyens dans ce projet qui se matérialise aujourd'hui par le biais de cette vidéo. Je suis ravi de ce que j'ai pu vivre, mais cette aventure, sur le plus vieux navire du monde, a encore pleinement navigué, c'est pour moi le début d'un grand projet d'aventure, par-delà les mers et océans, déserts et montagnes, et que sais-je. Je lance alors ce message, qui voudra bien l'entendre. J'ai décidé de me lancer dans la réalisation de projets audiovisuels, dans le monde, comme j'ai dit précédemment, mais je suis aussi à la recherche de personnes, d'entreprises, de marques qui pourraient me suivre dans mes aventures. Je serai alors à l'écoute de tout projet, de toute suggestion à l'avenir. J'ai pour la première fois de ma vie, après 21 années d'existence, une idée assez précise de ce que je veux faire, et je souhaite aller jusqu'au bout de mes ambitions. Cette réussite, eh ben, elle passe par vous. Elle passe par le nombre de personnes qui visionnera cette vidéo. Alors parlez-en autour de vous, montrez-la à qui veut bien la voir, partagez-la sur les réseaux. Faites en sorte qu'elle soit vue par le plus grand nombre, c'est tout ce que je vous demande. N'hésitez pas à donner un commentaire, à donner votre avis sur la vidéo, sur le montage. Je prendrai tous les conseils que je peux prendre et je serai ravi de tous les écouter. Encore une fois, merci à vous. Je vous dis pour ma part au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Axel, alias le géographe voyageur. Et n'oubliez pas, ce n'est que le début.